Pierre Musso, nous allons aborder la notion de réseau. Vous êtes l'auteur de la critique du réseau qui était parue en 2003. Pour introduire notre propos, le réseau, c'est devenu le nouveau lieu social universel, lien social, pardon, universel. L'injonction de la mise en réseau, c'est ce que certains ont appelé l'âge de l'accès. Il y a une véritable frénésie autour de cette notion. Et vous dites vous-même, le réseau est un objet multidimensionnel. Oui, alors je crois que c'est beaucoup lié à l'arrivée d'Internet, c'est aux années 90, disons, puisqu'on a parlé du réseau, tout d'un coup, apparition lumineuse, indispensable, etc. C'est pas la première fois qu'on parle des réseaux, et je crois que c'est le premier sens qu'on a dans la modernité, si on veut prendre ce terme de modernité, c'est-à-dire à partir de la révolution industrielle, 1800, ce sont les grands réseaux techniques territoriaux. C'est-à-dire, historiquement, on peut dire qu'il y en a trois formes. Il y a les transports, et la première révolution industrielle de la mécanisation, c'est les chemins de fer, qui sont la forme réticulaire. Le deuxième moment, pour simplifier, vers 1900, l'électricité, qui apporte non seulement la lumière, mais pour certains les lumières. Et puis, je dirais la deuxième moitié du XXe siècle, la fin du XXe siècle, la rencontre entre le monde des télécoms et de l'informatique, qui se traduit notamment par l'Internet, puis les réseaux sociaux, puis toutes ces formes de réticularité. Et le deuxième élément de la définition du réseau, aujourd'hui, c'est le fait que c'est une notion, voire un concept, ce que je critique, mais une notion qui est omniprésente dans toutes les disciplines. Toutes les disciplines utilisent, je veux même pas toutes les citer, mais la géographie, l'histoire, la sociologie, les mathématiques, même avec les graphes, utilisent cette notion de réseau. Et là où c'est très prégnant, c'est dans les neurosciences, par exemple les sciences cognitives, où on va assimiler le cerveau à des réseaux, et donc voire à des réseaux télégraphiques chez Changeux. Cette notion de réseau est omniprésente et omnipotente, je dirais aujourd'hui. C'est pour ça que je la critique, et je l'appelle même une rétiologie, c'est-à-dire une logos du rétis, étymologie de réseau, et logos, c'était une espèce de science, de vulgate du réseau. Alors, comment on en est arrivé là? C'est pas si facile que cela à expliquer. C'est vrai qu'il faut faire, disons, une petite généalogie, même si par ailleurs vous contestez un peu cette notion, vous préférez l'idée d'archéologie, de sédimentation, mais nous allons essayer de prendre quand même pas à pas cette notion de réseau pour essayer de comprendre et essayer de voir comment elle s'est développée jusqu'à nous. Alors, c'est vrai, ce qui est frappant, sans parler tout de suite et immédiatement de la coiffe de nos arrière-grand-mères, le réseauil, le petit filet qui permettait de protéger les cheveux, on peut déjà dire que dans l'Antiquité, on voit apparaître, disons, des effets de réseau. Oui, alors, moi je suis un bachelardien là-dessus. Quand j'ai une notion comme ça complexe, celle de réseau, je passe effectivement par l'histoire de la notion pour voir ses variants, ses variations et ses invariants. Si j'avais un invariant à retenir, c'est de dire que le réseau navigue dans toute son histoire, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, comme une sorte de figure, un intermonde entre la technique et le corps vivant. C'est des allers-retours constants qu'on va retrouver d'ailleurs notamment dans la philosophie, mais aussi dans un moment clé qui va être la fin du XVIIIe, début XIXe, où les médecins qui ont pris la notion, notamment Galien, dès le départ, à Rome, de IIe siècle, Galien, jusqu'à Ambroise Paré en passant par Descartes, et vont transférer la notion du monde de la médecine au monde de l'ingénierie, mais ça c'est à partir du XIXe. Si on suit une brève généalogie, en faisant quelques zooms, une généalogie qui pour moi est une géologie, effectivement, c'est-à-dire c'est des sédimentations, beaucoup plus qu'un développement d'une chronologie linéaire. On peut dire qu'il y aurait trois moments dans la longue histoire
puisque le réticulaire, au départ, c'est le filet, le tissu, rétis en latin, c'est un filet de chasse, filet de pêche, tissu. Donc, ce sont les techniques les plus anciennes dans la plupart des civilisations, le tissage, le filage. Donc, dès l'Antiquité, dans la mythologie, l'imaginaire du réseau est extrêmement présent. Toutes les déesses, toutes les femmes filent et tissent. Athéna est la reine du tissage, Pénélope, sa ruse, d'ailleurs, c'est très intéressant, Pénélope, parce que sa ruse, c'est aussi la gestion du temps, de l'attente et du pouvoir, bien sûr. Elle garde le siège pour Ulysse. Mais Hestia, par exemple, la compagne d'Hermès, Hermès court à travers l'univers, le cosmos, Hestia reste à la maison et file, parce que dans le filage et le tissage, il y a un mouvement fonctionnel de va-et-vient pour entrelacer les fils de la trame et de la chaîne. Et donc cet entrelacement fait que le réseau est tout de suite pensé comme un lien de lieu, c'est-à-dire des chemins et des nœuds. Si je vous dis dessinez-moi un réseau, vous allez faire des pôles, des nœuds, des sommets et des chemins, des fils pour les relier. Et ce graphe, d'ailleurs il y a une théorie des graphes bien sûr, ce graphe du réseau, il est constitutif et souvent on l'oublie. On assimile réseau à liaison. Oui, mais liaison et polarité. Et polarité, polarisation. Donc lien de lieu et pas simplement lien. Donc dans la mythologie, c'est à la fois la mise en scène, si je puis dire, de la féminité, de la déesse qui tisse, mais du rapport au temps et au destin. Par exemple, les moires et les heures, qui sont des déesses dans l'Antiquité grecque, qui deviennent les parques à Rome, qu'est-ce qu'elles font? Elles gèrent le fil de la vie. Et justement, une donne la vie, l'autre la supprime, et donc elles gèrent le fil de la vie, c'est-à-dire qu'elles gèrent le temps et le destin. Donc tout l'imaginaire et la mythologie du réseau est lié à sa fonctionnalité. Ce mouvement permanent de va-et-vient, ça c'est sa fonctionnalité, et son alternance de va-et-vient dans le temps, entre accéder à la vie et finir la vie. Donc c'est très puissant l'imaginaire du réseau dans la mythologie, et cet imaginaire va traverser toute l'histoire. Aujourd'hui encore, quand on parle de l'imaginaire d'Internet, eh bien Internet c'est à la fois ce qui permet de communier et de surveiller. Donc c'est à la fois la relation et la suppression de la relation. Donc, alors il y a néanmoins une différence que vous venez de pointer. Il y a le fuseau, il y a le fil, il y a le filet. Est-ce qu'on peut dire que la métaphore de la femme qui file va passer directement dans l'idée de filet qui viendrait recouvrir le cerveau, comme le pensaient Galien et les médecins des premiers siècles? C'est-à-dire, comment passe-t-on de ce que vous venez de dire, de la mythologie, des déesses, de l'Antiquité, disons, à l'idée d'un filet qui va s'implanter dans l'organisme, en quelque sorte? Il faut voir qu'on a deux techniques de chasse et de pêche, comme on a le cru et le cuit, si vous voulez. Soit on tue la proie, le corps vivant, soit on l'attrape et on le laisse vivre. Et d'ailleurs, à Rome, le gladiateur, vous avez le rétiaire, par exemple. Le rétiaire, il a un filet, il ne tue pas l'adversaire, il l'enserre. Donc le filet, comme le vêtement, comme le tissu, c'est ce qui enserre le corps, mais qui le laisse respirer. Donc ça, à la fois, ça attrape les solides, si je puis dire, mais ça laisse circuler les fluides. D'accord, c'est le point commun, là. Ça, c'est le point central. Et alors la métaphore complémentaire qui est introduite par rapport à la mythologie, elle vient vraiment alors de la médecine. C'est-à-dire Galien, dans ses textes sur l'encéphale, il y a 12 bouquins, 12 livres sur le cerveau, disons, des traités du cerveau. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une analogie très forte en disant, voilà, la nature, le système nerveux, le cerveau, ce sont des réseaux, des filets merveilleux, rete mirabili. Et on peut les comparer aux filets des pêcheurs. Mais les filets des pêcheurs sont quand même beaucoup moins sophistiqués que les filets naturels.
Et donc, il compare le cerveau et le réseau. Et cette image va... Donc, il y a deux images complémentaires, celle de la mythologie liée au temps, celle de Galien, et je pourrais en ajouter une troisième, qui est dans cet héritage de l'Antiquité, c'est la métisse, l'intelligence rusée dont traite très bien d'Étienne et Vernant. Cette intelligence rusée, il y a deux animaux qui la caractérisent, c'est le poulpe et le renard, c'est-à-dire cette capacité que ces deux animaux ont de ruser. Et qu'est-ce qu'ils font? Il se retourne sur lui-même, le renard, et le poulpe ou la sèche lance son jet d'encre. Et donc, c'est cette capacité, et là on va retrouver le concept, c'est cette capacité à trouver un passage dans une contradiction, un poros dans une aporia. Et poros et aporia vont être la structuration même du concept de réseau. C'est-à-dire que le concept de réseau, c'est trouver ce qui est entre, trouver un passage. On dit intermédiaire, interconnexion, interrelation, tout ce qu'on veut. C'est un entre-deux. C'est pour ça que c'est devenu la clé de voûte, progressivement, dans la pensée, je dirais, occidentale et européenne en particulier. C'est parce que c'est une clé de voûte au même titre qu'a été l'arbre pendant longtemps. L'arbre a permis de penser la verticalité entre le monde terrestre et le monde céleste. Évidemment, on voit bien les généalogies, la vision religieuse, etc. Le réseau va prendre progressivement la place. Je dirais l'arbre a été déraciné, je dirais au 19e, et progressivement, le réseau va s'imposer comme la nouvelle figure de l'horizontalité et du passage, de la transition. Vous dites c'est un lieu de passage. Donc on emploie l'expression aussi l'arbre de la connaissance. Diriez-vous que nous passons de l'arbre au rhizome, comme disait Gilles Deleuze, mais sachant que quelqu'un comme Descartes dans le Traité de l'homme peut très bien être considéré comme étant du côté de l'arbre de la connaissance par certains côtés, et de l'autre côté du réseau, puisqu'il va faire du réseau et une explication du corps, si je puis dire. Oui, alors Descartes, finalement, reprend Galien. Moi, j'appelle ça le marqueur dans mon vocabulaire galéno-cartésien. Descartes reprend dans le Traité de l'homme, notamment, de 1637, il reprend le texte de Galien et il compare effectivement tout le système nerveux, le cerveau, à un réseau, et il dit concevez sa superficie comme un lacis étroit, etc. Et parce qu'il s'interroge sur comment le cerveau matériellement peut produire la pensée avec la fameuse glande pinéale, il le compare à un réchaud, etc. Bon, et cette image dure jusqu'à Ambroise Paré. Elle va revenir ensuite, quand Guilhem insistera sur cette équation cerveau-réseau, mais je dirais qu'elle va être largement réactivée à partir de la cybernétique, donc beaucoup plus tard. On est toujours dans l'intermonde entre la technique et le corps. La technique ne bouge pas beaucoup, si vous voulez, entre l'Antiquité, même assez lointaine, et le XVIIIe siècle. Vous ouvrez l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, vous prenez l'article réseau, vous allez trouver lacis, tissu, filet, soierie, etc. Alors qu'en fait, au XVIIIe, la notion va beaucoup changer encore. Et dans d'autres articles de l'encyclopédie, on trouvera d'autres définitions. Donc pour rester sur Descartes, Descartes, il est tout à fait dans le schéma galénique, il le poursuit, il l'accentue, et je dirais qu'il l'enrichit assez peu finalement. La rupture va beaucoup plus venir pour moi de Leibniz que de Descartes. Leibniz, comme vous savez, qui est à la fois mathématicien, philosophe, ingénieur, diplomate, etc., industriel même, eh bien, Leibniz, lui, il fait une rupture parce qu'il veut faire la démonstration, notamment dans la monadologie, il veut faire la démonstration que Dieu calcule et qu'en calculant, il a créé le monde. Et donc, il va dire, voilà, si vous voulez relier 5 points, vous pouvez le faire de façon économique en mettant un point intermédiaire qui est Dieu. Donc vous aurez un nombre de relations entre ces points qui est n-1 sur 2, donc qui est beaucoup plus économe que si vous aviez relié tous ces points 2 à 2. Et toute la pensée de Leibniz, Michel Serres dans sa thèse merveilleuse, qui pour moi
est un modèle de thèse. J'ai toujours dit à mes étudiants, la philosophie de Leibniz, c'est ses modèles mathématiques. Considère, lui, toute la pensée de Leibniz sur le modèle du réseau. Mais moi, je prends un cas plus particulier. Sur ce calcul d'économie de l'harmonie du monde par Dieu, tel que le présente Leibniz. Donc la rupture est beaucoup plus chez Leibniz, à mon avis, qui va introduire au basculement dans la conception des ingénieurs qui vont s'emparer de la figure du réseau au XVIIIe et au XIXe. Mais jusqu'à la fin du XVIIIe, 1750 si vous voulez, l'encyclopédie, du point de vue technique, le réseau reste le filet, le tissu, etc. Et du point de vue de la médecine, reste l'assimilation qu'a faite Galien, le marqueur Galeno, Ambroise Paré, Descartes. Et il bouge au XVIIIe. Il bouge au XVIIIe avec Diderot, avec l'idée de plus en plus prégnante d'un organisme réseau. Alors, voilà. Mais ce n'est pas simplement Diderot, et dans l'encyclopédie, on trouve cette dualité, justement, vous avez raison. C'est plutôt les médecins italiens Morgagni et Malpighi qui, utilisant le réticule optique et le microscope, les ingénieurs utilisant le réticule optique et les médecins utilisant le microscope, qui vont trouver dans toute la nature des structures réticulaires, par exemple l'écorce de l'arbre, par exemple la rétine, évidemment rétine réseau, dans l'œil, dans l'ouïe, dans l'odorat, vont trouver des structures intimes réticulaires. Et ça va devenir une clé et peut-être encore une nouvelle définition du réseau, c'est-à-dire que dès qu'on va trouver un système complexe, par exemple le cerveau, l'ouïe, l'odorat, la nature, tout ce qui est vivant, on va aller chercher sa structure réticulaire pour expliquer son mode de fonctionnement, comme s'il y avait un ordre invisible caché. Et là, effectivement, cet apport de Malpighi, Morgagni notamment, mais aussi de l'économie politique. Il ne faut pas oublier qu'Aîné, 1758, dans le tableau, il est médecin, Quenet. Et donc, il fait une assimilation complète sur la circulation des flux économiques. Et alors, là, qu'est-ce qui se passe à ce moment? Et effectivement, il faut revenir à Descartes. 1628, il y a une rupture fondamentale. C'est que William Harvey découvre la circulation continue du sang dans l'organisme. Et donc cette idée de... Mais Descartes ne l'exploite pas. Je dirais c'est beaucoup plus les médecins du XVIIIe qui vont l'exploiter sur le plan philosophique. Vous parlez de Bourdeux, là, de celui qui intervient dans le rêve de d'Alembert. Et plus tard, Lamarck, à la fin du XVIIIe, début du XIXe. C'est-à-dire que le réseau devient un système de circulation de flux continu. Donc il passe en 3 dimensions, si vous voulez. Il était un graphe, il passe en 3 dimensions, si on peut prendre cette image. Et le texte, vous insistez sur Diderot, mais alors le Diderot du rêve de d'Alembert. Oui. Il y a le Diderot de l'encyclopédie, où vous avez 2 choses. Le réseau, c'est la soierie, les fils. Mais si vous prenez l'article « oui, odorat », etc., alors là, il va trouver des réseaux pour expliquer l'odorat, les réseaux qui sont à l'intérieur de l'oreille, les réseaux qui sont à l'intérieur du nez pour l'odorat, etc. Pour expliquer. Donc là, c'est ce que Dagonier appelle la fête épistémologique du réseau au XVIIIe. De ce point de vue-là. C'est-à-dire le réseau n'encercle plus simplement le corps, il s'assimile de plus en plus à un mode d'explication de la nature. Dans le rêve de d'Alembert, 1769, mais il est publié plus tard, mais il est posthume, il est publié au début du 19e, Diderot apporte quelque chose de majeur. Il fait une assimilation, il met en scène Bourdeux, qui est le médecin de Montpellier, de l'école vitaliste, avec Mademoiselle de Lespinasse, qui anime un salon. Et il met une analogie majeure. Il dit, voilà, si le cerveau contrôle le corps, alors c'est le despotisme. Si c'est la périphérie, c'est l'anarchie. Donc si vous êtes soumis à vos sensations et à vos émotions, c'est l'anarchie. Si en revanche vous êtes dans l'hyperrationalité, je ne sais pas quoi, alors c'est le despotisme. Donc là, il introduit la métaphore politique. Et elle va être reprise texto, c'est pas beaucoup signalé, par Proudhon. Et Proudhon, alors là, il parle des chemins de fer, on est au milieu du 19e, donc pour expliquer l'étoile Legrand qui existe toujours, puisqu'on a concentré tous les réseaux de chemins de fer en France, à Paris, si vous voulez aller de
de Caen à Rennes, et vous faites bien de repasser par Montparnasse, quoi. Bon, on le doit à Legrand en 1842. Mais Proudhon, réfléchissant sur la structure, l'architecture des réseaux techniques, là, du réseau de chemin de fer, dit ceci: si vous centralisez le chemin de fer, comme fait Legrand, ben c'est la monarchie. C'est le pouvoir centralisé. En revanche, si vous le décentralisez, s'il est fédératif dans son vocabulaire, ben ça c'est la démocratie, voire l'anarchie. Et Bakounine va reprendre ça avec l'électricité. Et vous retrouvez ça dans Internet. Il y a un petit dessin d'un des inventeurs d'Internet qui s'appelle Paul Baran, qui est très important, Paul Baran, dans l'histoire de l'Internet, enfin bref. En 62, si vous tapez Internet sur Google ou ailleurs, vous allez tout de suite trouver 3 schémas. Il dit il y a 3 types de réseaux. Alors là, on est dans les réseaux d'information. Il y a le réseau téléphonique qui est maillé, tout le monde doit être connecté. Il y a le réseau de l'audiovisuel, où là, c'est point masse, il est centralisé, alors c'est monarchique. Et puis vous avez le réseau démocratique, chacun se connecte comme il veut, et ça, c'est Internet. Et alors, depuis, tous les turiféraires d'Internet ne savent pas qu'ils manient toujours l'analogie introduite par Diderot dans Le Rêve de d'Alembert, où on va opposer le réseau centralisé, c'est la monarchie, c'est le complot des GAFAM, de la CIA, de tout ce que vous voulez, ou alors le réseau libertaire, libertarien même, où on se débarrasse de l'État et des puissances centralisatrices, et là, c'est l'anarchie, c'est merveilleux. Alors on voit bien, Pierre Mussot, vous voyez, on est dans la chronologie, dans la généalogie, disons, simplifiée, et immédiatement, vous passez au temps présent, donc on voit bien que les sédiments remontent à la surface et que ceux dont on pensait que nous étions débarrassés ressurgissent. Alors, vous avez mis le doigt sur quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire cette opposition entre un système féodal, bureaucratique, ou un État, enfin jacobin, appelons-le par tous les noms que nous voulons, et de l'autre côté, le système industriel, ouvert, démocratique, horizontal, bon, jusqu'au hacker d'aujourd'hui. Mais disons, cette distinction, à la suite de Diderot, donc moi je reprends là l'ordre pour clarifier la pédagogie, à la suite de Diderot, nous la trouvons chez votre maître, celui sur qui vous avez travaillé 30 ans, plus de 30 ans, vous avez édité ses œuvres complètes. Saint-Simon, c'est quand même lui qui va, si je puis dire, concrétiser et penser cette opposition centrale, et donc faire apparaître plus que jamais cette idée de l'organisme réseau et de la société en réseau. Tout à fait. Pour la pédagogie, je dirais 2 choses. D'abord, la sédimentation. Je prends une image que j'utilise avec mes étudiants. C'est que la généalogie, c'est comme la géologie. C'est-à-dire que ce qui est le plus profond, par exemple la lave, devient l'actualité la plus brûlante. C'est pour ça qu'il faut aller quelquefois chercher assez loin dans l'histoire et dans la généalogie pour comprendre, par exemple, l'imaginaire d'Internet. Si on ne comprend pas Diderot, on ne fait pas le lien. Le deuxième élément de pédagogie, c'est effectivement qu'il y a une rupture, pour moi, dans cette généalogie du réseau, disons à la charnière du XVIIIe et du XIXe, et qu'on passe de l'occupation centrale, de l'appréhension centrale par les médecins et la philosophie du corps, aux ingénieurs. Pourquoi ? Parce que c'est la période d'explosion des grands réseaux techniques et des corps d'ingénieurs. Au XVIIIe et au XIXe, Polytechnique 1794, qui est un peu le point de repère, et que Saint-Simon a beaucoup fréquenté, notamment utilisant Auguste Comte comme secrétaire qui sortait de Polytechnique. Eh bien, ça veut dire pour moi qu'il y a 3 moments dans la généalogie à l'échelle complète de l'histoire du réseau, mais je m'appuie sur le texte de Deleuze et Guattari dans Qu'est-ce que la philosophie, quand il parle de qu'est-ce qu'un concept. Et ils disent en gros, le concept, il y a un moment où il se cristallise à un carrefour. Et je pense que Saint-Simon, c'est ce carrefour de plusieurs disciplines. Mais il a une vie très éphémère. Et je partage ce point de vue. Il se construit contre l'image, ça c'est bachelardien, contre l'opinion, mais aussitôt il va être vulgarisé, commercialisé, si je puis dire. C'est eux qui disent commercialisé, Deleuze et Guattari, et donc il va rentrer dans la dégradation. Donc pour moi, c'est ça qui est merveilleux dans le concept, c'est qu'il se construit contre les images,
mais il se développe, il se vulgarise, il se dilapide, il se diffuse. Il retombe dans le marketing. Il finit. Il finit. Il finit, et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, on est dans l'arrêtiologie et le marketing du réseau. Mais alors, il y a ce moment lumineux, qui est le moment Saint-Simon, saint-simonien, je dirais, parce que les saint-simoniens, là, pour le coup, ont joué un rôle. Saint-Simon marque ce passage, peut-être, du monde de la physiologie. Dans ses premiers textes, il cherche à importer la physiologie dans les sciences sociales, en s'appuyant beaucoup sur Lamarck. Lamarck publie sa philosophie zoologique en 1809, lui publie son mémoire sur la science de l'homme en 1813, très imprégné de Lamarck. Lamarck, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend William Harvey. Il dit le corps vivant et l'explication de la vie, c'est la circulation continuelle des flux. Donc Saint-Simon va opposer deux types de sociétés, disons l'ancien régime féodalo-militaire, société solide, figée, bureaucratique, monarchique. En plus, l'Empire a apporté une deuxième couche de bureaucratie sur la noblesse d'Ancien Régime. Et puis, la société qui voit émerger, qui n'est pas une utopie, qui voit émerger d'abord aux États-Unis, puisqu'il a fait la guerre d'indépendance, mais aussi en Angleterre, bien sûr, c'est ce qu'il va appeler, lui, la société industrielle. L'industrialisme même, c'est des mots qu'il invente. Et donc, il se pose la question toute simple, finalement, mais qui est une question hyper complexe, à traiter, mais toute simple à formuler, c'est comment se fait-il que la Révolution française n'a pas accouché d'un nouveau système social? On a changé des hommes par d'autres hommes, on leur a coupé la tête, on les a bougés, bon. Et puis finalement, je vis quoi? L'Empire et la Restauration, concrètement, en tant qu'individu. Donc, comment faire qu'elle n'a pas accouché d'un nouveau système social, à savoir la société industrielle, qu'il appelle de ses voeux? Et il va essayer d'expliquer comment faire la transition de l'un à l'autre. Et toute son œuvre est une question sur qu'est-ce que le changement social, qu'est-ce qu'un système social, et comment faire la transition d'un système social à un autre. Et cette société industrielle qu'il décrit, qu'il imagine en partie, mais qu'il observe aussi en partie, c'est une société de fluidité, comme on dirait avec Bauman, société de la fluidité généralisée. Donc tous les flux circulent. Et il y a trois flux pour lui dans la société. Il y a l'argent, le savoir et ce qu'il appelle la considération, c'est-à-dire le consentement que les dominés donnent aux dominants. Le consentement au sens de Machiavel. Et ces flux sont figés dans la société féodalo-militaire et il faut qu'ils circulent dans la société industrielle, comme un organisme vivant. On a un corps brut, comme il l'appelle, qui est le système féodalo-militaire, et il faut passer du corps brut au corps vivant. Passer du corps brut au corps vivant, est-ce que ça aurait été possible sans les chemins de fer? Parce que là, quand même, vous parlez de avant la Révolution française, après la Révolution française, mais après la Révolution française, justement, il y a les chemins de fer et pour Saint-Simon, l'association universelle, l'idée que le réseau, notamment le réseau ferroviaire, va permettre de dépasser la lutte de l'Orient et de l'Occident pour aboutir à la fameuse gare que l'on peut encore contempler à Istanbul. Donc il y a des éléments techniques, concrets, qui viennent alimenter, disons, si je puis dire, le concept dont vous avez évoqué l'émergence. Chez Saint-Simon, c'est un concept. Le mot n'y est même pas. Il y a l'idée, le concept. C'est-à-dire que toute son œuvre, toute sa démarche peut être interprétée avec la notion de réseau. Chez les Saint-Simoniens, notamment Michel Chevalier et d'autres ingénieurs, Flachat et autres, le mot réseau est central. Il est omniprésent. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette rupture et sur laquelle la contribution de Saint-Simon est majeure? C'est qu'on passe du monde de la médecine et de la physiologie au monde de l'ingénierie. Les grandes écoles d'ingénieurs, 18e, 19e, je citais Polytechnique, mais on pourrait citer Mézières, l'école des ponts, etc. Et beaucoup de Saint-Simoniens sont des ingénieurs, à commencer par Auguste Comte, qui ne se dit pas Saint-Simonien, qui fait la rupture, mais notamment Michel Chevalier et la plupart de ceux qui ont les Talabot et des tas d'autres, et donc qui vont être les grands capitaines de l'industrie,
qui vont réaliser, les PERER qui vont financer ces réseaux. Et bien sûr, les chemins de fer, au moment où Saint-Simon écrit, n'existent pas. Ils se développent à partir des années 1830. La première ligne, je crois que c'est 34. Et là, en revanche, Michel Chevalier est acteur, les PERER interviennent avec Rothschild, etc. Donc tout le 19e, ça va être l'explosion des réseaux. Et Enfantin, qui est un des grands leaders aussi, va être un des grands administrateurs du PLM. Et les frères Talabot vont développer beaucoup de lignes, les PERER vont les financer. Michel Chevalier va être le bras droit, le Jacques Attali de Napoléon III, et il va développer non seulement les chemins de fer, mais tout le réseau de télégraphie électrique, très important, l'ancêtre du téléphone, réseau international, puisqu'il allait de l'Angleterre jusqu'aux Indes, bien avant Internet, là encore. Donc, on rentre dans la cristallisation et la vulgarisation, justement, du concept, ce que j'évoquais précédemment. On passe, je dirais, de la pureté du concept, si on veut le sacraliser, et maintenant sa vulgarisation, et notamment Michel Chevalier. Pourquoi ? Parce que Michel Chevalier, qui est prof d'économie politique au Collège de France, va dire, finalement, le réseau, on peut l'assimiler à l'association universelle. Il réalise l'unité, justement, la fusion Orient-Occident. On va faire des réseaux autour de la Méditerranée, de bateaux à vapeur, de chemins de fer, de télégraphie, de connaissances, etc. Et on va faire le lit nuptial pour transformer la Méditerranée, qui a toujours été un lieu de conflit. Ce qui veut dire qu'il assimile, et ça c'est un marqueur majeur, jusqu'ici l'utopie politique était première. Et tout d'un coup, à partir de 1830-1850, l'utopie technologique va prendre le relais. C'est-à-dire que pour réaliser la transformation sociale, ce n'est pas l'idée de Saint-Simon, c'est l'idée des Saint-Simoniens. Eh bien, il suffit de réaliser des grandes ruptures technologiques et notamment de fabriquer des réseaux. Donc, la fabrication du réseau permet de faire l'économie, si je puis dire, on voit bien, oui, de la réalisation de l'utopie politique. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, où je pense qu'on est passé du tout politique au tout technologique. Oui, ça c'est formidable parce qu'on voit effectivement apparaître au XIXe siècle, là vous venez de l'énoncer, l'idée que le réseau technique va permettre la communication, la communion, la démocratisation par la circulation égalitaire, disons, des hommes. La fin de la lutte des classes. La fin de la lutte des classes. Et cela donne un peu la suite, parce que la suite, ça va être justement les différents types de réseaux techniques. Je suis obligé d'aller un petit peu vite, mais nous avons le réseau radiodiffusion, le réseau informatique, le réseau téléphonie commutée et enfin les réseaux intelligents. Ce qui est peut-être nouveau au XXe siècle et au XXIe siècle, c'est-à-dire que toutes ces nouveautés techniques vont se conjoindre avec la sociologie, une nouvelle conception des organisations sociales, voire des méthodes de travail. Ce qu'il y a, c'est que tout cet apport sédimentaire dont on a parlé, en fait, il continue à travailler l'imaginaire du réseau aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, la nouvelle forme du réseau technique, c'est essentiellement les réseaux téléinformatiques, systèmes d'information, Internet et autres, qui sont centraux, puisqu'on peut dire qu'aujourd'hui, le système de production, c'est le système d'information. Tout le monde travaille devant des écrans connectés à l'échelle interplanétaire. Donc, aujourd'hui, ce qui revient, c'est finalement tous les marqueurs qui se sont constitués dans cette histoire. Il y en a trois principaux, tout simples. Le marqueur saint-simonien dont on vient de parler, la transformation et les ruptures et les révolutions, entre guillemets, sont toutes technologiques. Donc, multiplions révolution numérique, révolution de l'intelligence artificielle, Google révolutionne le monde, Apple et compagnie. Jusqu'au cerveau planétaire. Jusqu'au président de la République qui titre son bouquin Révolution. Donc, il y a des révolutions en permanence, mais elles sont toutes techniques, elles sont quotidiennes pratiquement. Et donc, ça c'est le premier marqueur. Et il est un héritage de ce début du 19e. Le deuxième, c'est le marqueur hérité de Galien-Descartes, et qui est tout simplement réseau égale cerveau égale ordinateur. Donc, égale intelligence artificielle égale intelligence collective. Et cette équation est terrifiante, puisqu'elle traverse les neurosciences, les sciences cognitives, etc. Donc, elle marche dans tous les sens, c'est une vraie équation. Ordinateur égale cerveau égale réseau, etc. Bon,
il faut relire Changeux avec cette grille. Et puis le troisième, c'est cet imaginaire hérité que j'ai déjà évoqué, Diderot dans le rêve de d'Alembert, repris par l'anarchisme Proudhon-Bakounine, et qui est omniprésent, et qui oppose en gros les pyramides au réseau, les structures pyramidales, les arbres, et tout ça, et qui se retrouve effectivement dans les managements, dans l'organisation tout simplement des institutions, l'injonction de passer de la verticalité à l'horizontalité fraternelle, à l'organisation en projet et plus en pyramide. Donc le réseau remplace aujourd'hui clairement l'arbre. Moi, je finis sur cette image, mon bouquin de critique des réseaux de Beckett, En attendant Godot, où dans la dernière scène, la mise en scène, il reste un arbre et un chemin, En attendant Godot. Donc c'est l'opposition de deux grandes figures, de deux grandes images, qui ont en commun une chose, c'est qu'elles évitent de sortir du chaos. L'arbre a été structuré pour sortir du chaos, le réseau, je dirais, c'est le filet de sécurité pour empêcher d'y retourner. Donc ce sont des procédés canoniques de raisonnement, des paradigmes qui permettent de structurer, et c'est pour ça qu'il est omniprésent dans toutes les disciplines, et que j'appelle ça rétiologie, une sorte d'idéologie ou de vulgate du réseau. Elle est omniprésente parce que c'est facile à manier. Tout de suite, on mobilise tout cet imaginaire, toutes ces images. On a abandonné la pureté momentanée du concept, mais on a un sac à métaphores qui est facile à manier dans une vulgarisation, je dirais, qui est arrivée au stade de la commercialisation dont on parlait, puisque maintenant, il suffit de regarder toutes les publicités, le mot réseau est omniprésent. Dernière question, Pierre Mussot, il n'y a pas un jour où on n'entend pas parler des réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça change, le réseau social, les réseaux sociaux? Alors, deux choses. Ça change évidemment l'échelle. Quand vous pensez que sur Facebook, par exemple, vous avez plus de 2 milliards, ça constitue des communautés d'intérêt à l'échelle planétaire. C'est indiscutable. Après, ça c'est l'aspect, je peux dire, positif. L'autre élément, c'est que la vitesse d'usage des réseaux et d'autre part le côté exutoire des réseaux dégrade beaucoup de médiation. On pourrait parler des médias, par exemple, le travail du journaliste qui va vérifier ses sources, etc., ou de l'intellectuel qui va vérifier, etc. Celui-là, il est balayé. Donc, effectivement, ça élimine énormément de médiation, ou ça reformule les médiations, ce qui devient presque un modèle, d'ailleurs, d'organisation des entreprises elles-mêmes, puisque le modèle de la plateforme, qui est celui des GAFAM, par exemple, c'est un modèle de réorganisation des médiations. C'est-à-dire, entre les fournisseurs de contenu et les utilisateurs, se met en place le réseau. Mais vous le voyez aussi chez Airbnb ou chez Uber ou ce que vous voulez. Le réseau est devenu un modèle d'organisation industrielle et d'organisation des relations sociales. Et c'est pour ça que, d'un côté, ça crée des communautés, et ça, c'est l'aspect positif, l'élargissement des communautés, et donc la mondialisation, l'échange. Mais en même temps, ça écrase les médiations héritées et qui ont leur raison d'être dans de multiples professions, l'édition, le journalisme, toutes les grandes filières, je dirais, de la connaissance et du savoir. Et donc là, il y a aussi beaucoup de transformations qui, à mon avis, ont des aspects aussi très négatifs. Est-ce que ça détruit en quelque sorte les relations humaines? Jared Diamond, dans son dernier livre qui s'appelle « Bouleversement », émet l'hypothèse suivante. Aujourd'hui, les républicains et les démocrates aux États-Unis ne peuvent plus se parler, n'arrivent plus à se parler. Ils ne se rencontrent plus du fait que tout se passe sur les réseaux sociaux. Et de ce fait, quand ils se rencontrent, c'est le clash immédiat. Et donc, il attribue cela à un usage excessif des réseaux sociaux et du fait que les gens ne se rencontrent plus, ne se parlent plus et ne sont plus capables d'avoir des conflits directs. Oui, il y a bien sûr toujours, on retrouve l'intermonde entre le corps physique, la présence physique, et puis la technique.
et la technique qui est une transformation de l'espace-temps, parce qu'un réseau, du point de vue technique, que ce soit le chemin de fer ou l'Internet, ça transforme la relation spatio-temporelle. Donc, il a raison, mais en même temps, je dirais Sherry Turkle, l'anthropologue américaine, qui a beaucoup travaillé là-dessus et a publié un bouquin il n'y a pas très longtemps qui s'appelait « Seul ensemble ». Et je trouve que c'est très intéressant parce que c'est ça le réseau, et on retrouve le graphe du réseau. Seul, ce sont des points, des polarités, et ensemble, ce sont des liaisons. Il ne faut pas oublier que le réseau, ce ne sont pas simplement les interconnexions, c'est le renforcement des polarités. Donc ça veut dire que l'individualisation ou l'enfermement, éventuellement, ce que dit Sherry Turkle, l'enfermement face à la machine, tout simplement, face à l'écran, l'enfermement se renforce en même temps que la liaison se renforce. C'est pour ça qu'on a une mauvaise compréhension souvent, une simplification de ce qu'est le réseau. Le réseau, c'est cette dynamique entre la polarisation et la liaison. C'est à la fois le pont, la liaison, mais c'est aussi la porte, c'est-à-dire l'accès, l'ouverture et la fermeture. C'est Norbert Elias qui, dans la Société des individus, il parle du réseau, justement. Il fait cette liaison à propos des individus entre la porte et le pont. Et je pense que c'est ça qui se joue à travers ce maniement permanent, quotidien des réseaux, a fortiori les réseaux sociaux, et a fortiori sur le smartphone, parce qu'on ne peut pas dissocier le développement des réseaux sociaux du smartphone, parce que le smartphone, c'est l'individualisation. Le smartphone est devenu indispensable comme était le vêtement. Le début du réseau, c'est le vêtement. La soirée, le vêtement, le tissu. Aujourd'hui, l'équivalent, c'est le smartphone. Bien sûr, on a des vêtements, mais on a quelques bijoux et des lunettes ou des choses comme ça, mais on a le smartphone. Si on a oublié son smartphone, on court vite le rechercher ou on est perdu. Tout le réseau est dans le smartphone. Donc il y a à la fois dans le smartphone le réseau et la polarité individuelle. Et c'est ça qui fait la force du smartphone, d'ailleurs. Pour moi, le smartphone, est une vraie mutation, pas simplement technique, mais je dirais presque anthropologique.